Entre le Mali et l'ONU, la relation devient de plus en plus précaire. Cette fois-ci, il s'agit du rapport évidemment donné ou encore publié par l'ONU en ce qui concerne les forces armées maliennes accusées d'exécution sommaire. Face à ce rapport accablant contre les forces armées maliennes, le pays frère, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, n'a su se taire. Par la voix du gouvernement burkinabé, il a déclaré qu'il considérait les étapes ou encore les approches de droits de l'homme de l'ONU que suffisamment à géométrie variable. Que veut dire le Burkina Faso par là? Nous n'oublierons pas de mentionner évidemment le soutien réitéré au Mali par le Burkina Faso. Nous sommes là face à un tandem ou encore un duo suffisamment solide face à l'insécurité, mais surtout face à l'injustice et le terrorisme. Le Burkina Faso n'a pas manqué également de rappeler à l'ONU la solidarité dont elle devrait faire montre vis-à-vis du peuple du Sahel face au terrorisme et non pas apprécier ou encore soutenir les actes terroristes. Nous parlerons également dans le cadre de cette émission Regard panafricain de la dernière sortie de l'Afrique du Sud. Pretoria, par la voix du président sud-africain Cyril Ramaphosa, a annoncé une mission africaine du côté de Kiev et de Moscou, à un moment où la relation avec Washington vacille, car les États-Unis veulent à tout prix faire pression sur Pretoria afin que celle-ci choisisse un camp, soit celui de l'Ukraine, soit celui de la Russie. Peut-être la réponse a-t-elle été apportée, puisqu'il y a de cela 48 heures seulement, Pretoria a renforcé sa coopération militaire avec Moscou. Ce n'est pas une surprise quand on sait les rapports que les deux nations entretiennent depuis les années 40. Merci à tous de regarder Regard panafricain. Les différentes questions posées au cours de cette émission seront donc posées tout simplement à notre invité qui n'est nul autre que le docteur Sango. Il est internationaliste et politologue. Bienvenue à vous. Bonsoir, docteur Sango. Bonsoir, madame Bigudi. Merci encore une fois de plus de m'inviter à cette émission du Regard panafricain. Je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est donnée pour transmettre également mes salutations les plus cordiales et les plus conviviales à tous vos auditeurs et téléauditeurs qui nous écoutent, qui prennent souvent quelques minutes de leur agenda pour suivre les modestes analyses que nous faisons quotidiennement pour la libération du continent. Je vais également dire bonsoir au technicien, le tout-puissant Dibongue, qui nous permet de faire l'émission ce soir, sans toutefois oublier, bien entendu, le top management de votre média qui travaille de jour comme de nuit pour que ces médias s'imposent aussi dans l'univers médiatique, non seulement national, mais aussi international. Merci une fois de plus de m'avoir convié. C'est un plaisir de vous recevoir, docteur Sango. On démarre les hostilités juste après cette transition. Vous nous regardez sur nos différentes plateformes For You Media Africa, Internet, nous écoutez et nous regardez via l'application éponyme téléchargeable sur Play Store. Vous nous écoutez sur nos différentes fréquences For You Radio 96.3 FM et nous regardez sur nos antennes télévisées. C'est un plaisir de vous retrouver, de vous servir. Votre fidélité, elle nous honore. Docteur Sango, est-ce une douche froide pour Washington? Le renforcement de la coopération entre Moscou et Pretoria à un moment où Washington accuse d'ailleurs tout d'abord, c'est-à-dire premièrement, Pretoria de soutenir sur le plan de l'armement la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. C'est une douche froide qui vient une fois de plus démontrer que en réalité les États-Unis
Ce bloc occidental en général est en pleine difficulté dans ses rapports avec ses ex-alliés, dans ses rapports avec les États africains, parce que ce n'est pas un secret de polichinelle que de dire aujourd'hui que les États-Unis sont dans un rapport de force défavorable avec leur rival éternel, pour ne pas dire sempiternel, qu'est la Russie, c'est-à-dire Moscou. Depuis un certain temps, nous avons vu comment les États-Unis ont manifesté leur ire, c'est-à-dire leur colère sur les engagements de Pretoria, de diversifier et de choisir ses partenaires. Je pense que vous avez suivi ce que l'ambassadeur américain a fait du côté de Pretoria. D'accord, oui, effectivement. Il s'est mixé dans la politique interne d'un État parce que ce qu'il a fait là est une violation cardinale, violation du droit international qui interdit à un État souverain de s'y mixer dans les affaires internes d'un autre État souverain. Et je pense que ces États-Unis-là l'ont très bien compris parce que leur ambassadeur s'est ravisé et il a demandé pardon parce qu'il avait franchi une ligne rouge. Mais cette façon de faire ne doit pas être appréhendée de manière ex nihilo. Cette façon de faire témoigne tout simplement que les États-Unis, en réalité, n'apprécient pas le fait que Pretoria, aujourd'hui, puisse tendre la main ou alors choisir un partenaire comme Moscou dans ses relations tant militaires, mais aussi économiques, parce que il ne s'agit pas seulement de la dimension militaire. Il faut dire que Pretoria entend consolider sa relation économique avec Moscou parce que les deux pays sont des acteurs les plus importants du BRICS. Et vous savez que les BRICS aujourd'hui, sur le plan international, occupent une place importante. Les BRICS ont révolutionné le monde aujourd'hui avec la création de leur banque qui est en train de faire table rase des politiques de Bretton Woods, des institutions financières internationales de Bretton Woods, où nous sommes en train de vivre la dédollarisation de l'économie. Donc, lorsque vous voyez tout cela, vous comprenez très bien pourquoi Washington aujourd'hui est en train de manifester des stratégies, en train de multiplier les stratégies pour essayer de contrôler ou alors de réinstaurer son influence sur le continent africain en général et sur Pretoria en particulier. Parce que Pretoria, c'est quand même la deuxième puissance économique africaine. Ce n'est pas n'importe quel pays. Pretoria occupe une place fondamentale dans la géopolitique économique, dans la géopolitique africaine, mais aussi dans la géoéconomie africaine. Parce que récemment encore, il a été donné de comprendre et de savoir qu'un pays africain pouvait aussi vendre des armes à un pays aussi important que la Russie. Donc, c'est quelque chose qui montre que les pays africains peuvent aussi faire des choses que les pays occidentaux font. Donc, il faut tout simplement comprendre cet imbroglio Pretoria, États-Unis, comme étant l'expression, n'est-ce pas, d'un malaise d'un partenaire qui a compris qu'en réalité, le Pretoria ou alors son ancien ami est en train, n'est-ce pas, ici de s'affranchir et de s'échapper de son contrôle. C'est tout simplement sous ce prisme-là qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, cet antagonisme. Et donc, Pretoria, qui consolide ses rapports avec Moscou, donne une douche froide à Washington à un moment où le pays accuse ouvertement. On rappelle que c'est peut-être un peu trop facile de demander des excuses aujourd'hui après avoir été convoqué. Le fameux ambassadeur américain en Afrique du Sud, on rappelle qu'il a dit qu'il mettrait sa vie en jeu. Que c'était absolument vrai, que Pretoria fournissait des armes à Moscou, et ce, à partir du Lady Air qui est amarré près du Cap depuis décembre 2022. Peut-être un peu trop facile, mais on rappelle également que
Pretoria a décidé d'ouvrir une enquête par rapport à ces allégations, mais aussi a réagi fortement en déclarant que ce n'étaient pas les oignons en réalité de Washington, si jamais Pretoria fournissait des armes ou pas à Moscou. Mais rapidement, Washington a convoqué le non-alignement. Oui, ce qui fait un problème dans cette situation-là, Madame Begoudé, c'est que les États-Unis aujourd'hui sont en quelque sorte victimes de leur propre turpitude. Parce qu'en réalité, si on peut, dans une moindre mesure, condamner la circulation des armes aujourd'hui dans le monde, parce qu'il faut le dire, le monde aujourd'hui est assombri dans la violence parce que les armes circulent, parce qu'il existe l'industrie des armes. Mais nous n'allons pas nous appesantir. Il n'est pas important, n'est-ce pas, ici, de focaliser l'analyse sur la vente des armes, mais focaliser l'analyse sur le plan des relations internationales, où un État n'a pas le droit, ne peut pas se donner le torse de dénoncer les échanges commerciaux qu'un autre État peut entretenir avec un certain partenaire. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. D'accord, il y a violation du droit international, violation du droit commercial. Pretoria est un État souverain. Pretoria est libre de choisir ses partenaires volontairement, comme bon le semble, sans toutefois avoir peur qu'une autre puissance ou un ancien partenaire va se fâcher. Donc, moi, je pense que Washington aujourd'hui est dans une très mauvaise posture, non seulement du point de vue du droit international, mais aussi et surtout du point de vue de son fonctionnement dans les relations internationales. Si on s'en tient par exemple à cette vente des armes que Washington est en train de dénoncer aujourd'hui, que Pretoria est en train de vendre les armes, si on voit, n'est-ce pas, dans un récent passé, les relations internationales, on va bel et bien se rendre compte que Washington est également un meilleur élève en termes de vente des armes, en termes de fournissement des armes, non seulement aux pays en conflit, mais également aux terroristes. Parce que ce n'est plus un secret aujourd'hui que de dire que Washington est un acteur important qui permet à ce que le terrorisme se maintienne sur le terrain. Si on prend par exemple quelques exemples, si on convoque par exemple l'Irak, qu'est-ce qui s'est passé en Irak? Par exemple, Washington, n'est-ce pas, a détruit l'Irak à partir d'un soupçon. À partir d'un soupçon. Si on prend par exemple la Syrie, Washington a plusieurs fois fourni des armes aux rebelles syriens pour mettre de côté Bachar al-Assad. Si on prend par exemple la Libye, on prend par exemple la Côte d'Ivoire et plusieurs cas comme ça à travers le monde, Washington a fourni des armes sans qu'un autre pays ne puisse se lever pour dire ou pour dénoncer la vente de ces armes-là par Washington. Donc moi je pense que du point de vue de cet élément naturel du fonctionnement ou du fonctionnalisme de la politique américaine, de la politique extérieure américaine, je pense qu'on peut condamner la position de Washington aujourd'hui. Washington n'est pas mieux placé pour donner des leçons, n'est-ce pas, de coopération militaire, de coopération, n'est-ce pas, commercial. C'est ça qui fait problème aujourd'hui. Moi, je pense que dans un contexte marqué par la soif insatiable des pays africains à revêtir leur indépendance, leur souveraineté, il est plus possible d'accepter ce genre de mécanisme, ce genre de posture que Washington est en train de faire. Ces actions ont proliféré dans le passé, Madame Begoudé. Pendant plusieurs années, c'est ce fonctionnement que nous avons vécu. Mais aujourd'hui, nous n'entendons plus accepter cela. Aujourd'hui, les États africains n'entendent plus avaler n'importe quelle pilule. Les États africains sont maintenant décidés de dire à n'importe quel autre État souverain dans le monde ce qu'ils pensent et ce qu'ils ne pensent pas. Donc, ils n'ont plus peur. Et c'est ce que nous avons toujours demandé à ces États africains, de ne plus avoir peur de s'affirmer, de ne plus avoir peur de prendre position. Il faut dire que si nous vivons l'imbroglio de Washington avec Pretoria aujourd'hui, c'est à cause d'un certain nombre de problématiques. Il y a des zones de tension où Washington n'accepte pas les agissements de Pretoria. On peut par exemple convoquer la guerre russo-ukrainienne d'abord, où Washington n'a pas acquiescé le fait que Pretoria
ait décidé d'actionner sa politique de non-alignement. Parce que Washington voulait que Pretoria s'adosse sur sa position en condamnant l'action, n'est-ce pas, un spécial militaire russe en Ukraine. Washington ne l'a pas fait. Washington a décidé de rester, Pretoria, autant pour moi, a décidé de rester neutre et de vivre, d'observer, n'est-ce pas, cette crise-là avec les yeux externes. Donc, ça n'a pas plu à Washington. Deuxième zone de tension ou de conflit, c'est sur la guerre soudanaise. Washington a refusé, n'est-ce pas, ici, de céder son territoire pour que les armes américaines transitent de Pretoria pour le Soudan. Lorsque vous voyez le Soudan, vous comprenez, vous allez réaliser que le Soudan, du point de vue géographique, n'est-ce pas, n'est pas tellement éloigné de l'Afrique du Sud. Donc, Washington n'a pas accepté ce refus de Pretoria-là, le fait que Pretoria ait refusé de se livrer comme étant une zone de passage pour la livraison des armes au Soudan. Donc, voilà quelques zones de tension qui font aujourd'hui en sorte que Washington n'est pas content de Pretoria. Washington aujourd'hui voudrait que Pretoria obéisse totalement à sa volonté, conformément à ce qu'ils ont planifié dès le congrès de Berlin en 1884, où ils ont divisé le monde, où ils ont réduit l'Afrique à une entité purement instrumentale qui ne pouvait pas s'affirmer, qui ne pouvait pas donner une position face à une problématique internationale. L'Afrique avait tout simplement deux choix, soit s'incliner vers le choix du pôle de l'Ouest, soit s'incliner vers le choix du pôle de l'Est. Mais dire que l'Afrique pouvait donner sa position neutre, c'était impensable dans le passé. Donc aujourd'hui, l'Afrique entend donc faire table rase de toutes ces actions pour aussi essayer de devenir acteur dans les relations internationales. Okay. L'Afrique aujourd'hui ne veut plus être sujet des relations internationales. L'Afrique veut vivre sa souveraineté et le contexte est mieux choisi parce que lorsque vous voyez la configuration des rapports de force aujourd'hui, lorsque vous voyez comment le monde est bouleversé, lorsque vous voyez, n'est-ce pas, certains facteurs qui se manifestent aujourd'hui dans le monde, vous comprenez très bien qu'en réalité, c'est irréversible aujourd'hui. Et Washington, ou le bloc occidental, est dans une situation tellement défavorable, où ils sont en train de perdre le pôle de la première puissance du contrôle hégémonique mondial. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les pays africains doivent davantage rester déterministes pour que, à terme, aussi, ces pays africains, ce continent, puissent aussi décoller économiquement et mettre ces populations à l'abri des besoins élémentaires parce que c'est de ça qu'il est question. Quelle que soit la politique qu'un pays peut impulser, l'enjeu, c'est que les citoyens soient à l'abri du besoin. Donc, pendant plusieurs années, l'Afrique s'est caractérisée par des crises, l'Afrique s'est caractérisée par des catastrophes, l'Afrique s'est caractérisée par des coups d'État. Il est important aujourd'hui de montrer une autre image de l'Afrique. Et cela passe, à mon avis, indubitablement par la capacité à dire non à certaines puissances qui ont pensé que l'Afrique resterait éternellement leur base arrière, leur carburant qui doit, n'est-ce pas, faire avancer leur véhicule. Le moment est venu de mettre fin à cela et l'imbroglio États-Unis, Pretoria est un idéal type d'analyse qui nous permet de comprendre cette situation. Et derrière cet imbroglio que vous convoquez entre Pretoria et Washington, il y a aussi la pole position certainement de l'Afrique du Sud en tant que pays africain au sein des BRICS. Effectivement. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'irruption d'un nouvel ordre international. Oui. L'ordre international ne survient pas de manière ex nihilo. Pour qu'il y ait avènement d'un ordre international, il y a souvent
un certain nombre, réunification d'un certain nombre de facteurs. Et le premier facteur, c'est souvent la contestation de l'hégémonie de l'hégémonie mondiale actuelle, c'est-à-dire de la première puissance qui exerçait le monopole mondial actuel. Dans les années 1895, 1900, l'hégémonie mondiale était portée par un pays qu'on appelle la Grande-Bretagne. Mais cette hégémonie-là avait été contestée par d'autres États et principalement ces États-Unis, ex-colonie britannique, qui avaient contesté, n'est-ce pas, l'hégémonie de la Grande-Bretagne. Et cette contestation a fait en sorte que la Grande-Bretagne bascule en seconde position pour ne plus être première puissance mondiale. Donc, il y a contestation de l'hégémonie mondiale qui est un facteur important dans l'avènement ou l'irruption d'un nouvel ordre international. Il y a le deuxième facteur également qu'il faut mettre en exergue qui est la violation des zones d'influence sur la scène internationale. Vous allez voir qu'aujourd'hui, la guerre russo-ukrainienne est une illustration parfaite de la violation de ces zones d'influence-là. Parce que la guerre russo-ukrainienne trouve sa cause sur le fait que le bloc occidental, qui se caractérise aujourd'hui par l'OTAN, n'a pas respecté les accords post-guerre froide qui disaient que les ex-États satellitaires de l'URSS restent sous l'influence soviétique ou du moins sous le contrôle de la Russie qui est aujourd'hui l'héritier ou l'héritière de l'ex-URSS. Or, lorsque vous voyez les manœuvres que le bloc occidental est en train de faire en Ukraine aujourd'hui pour chercher, n'est-ce pas, de faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN, c'est-à-dire de faire basculer l'Ukraine vers le bloc occidental, c'est une violation de cet accord-là qui met directement la Russie en insécurité. Parce que si l'Ukraine devient membre du bloc occidental aujourd'hui, membre de l'OTAN, il serait facile de frapper l'Ukraine à tout moment parce que l'Ukraine est à quelques kilomètres de la Russie. Donc, c'est une illustration parfaite de violation des zones d'influence. Ça, c'est une première violation. La deuxième violation des zones d'influence se manifeste également en Afrique. Vous savez que pendant plusieurs années, l'Afrique est restée comme étant la base arrière ou alors le précaré d'une seule puissance qui est la France. On savait que lorsqu'on veut parler de l'Afrique dans le concert des nations, on devait donner la parole à la France. C'est la France qui était l'avocate ou du moins le porte-parole de l'Afrique dans le concert des nations. C'est la France qui décidait tout. Mais maintenant donc, ce n'est plus le cas. Il y a eu avènement des nouveaux partenaires en Afrique. Non seulement la Russie, mais aussi et surtout la Russie, la Turquie et d'autres puissances encore qui ont fait table rase de cette exigence-là qui faisait de l'Afrique la base arrière de la France pour aussi chercher à échanger avec les pays africains. Donc, vous voyez aujourd'hui en Afrique comment il y a des confrontations. Vous voyez comment s'exercent les confrontations aujourd'hui en Afrique, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Centrafrique. C'est parce qu'en réalité, il y a eu avènement des nouveaux partenaires dans ce territoire qui était longtemps considéré comme la base arrière d'une seule puissance, c'est-à-dire la France. Mais également, il ne faut pas oublier le dernier facteur important qui a même bouleversé le monde aujourd'hui et qui montre davantage que le nouvel ordre international est même déjà acté. C'est quoi? C'est l'irruption au sein, n'est-ce pas, c'est l'irruption des nouveaux acteurs sur la scène internationale. Les nouveaux acteurs dans les relations internationales. Nous en avons deux. Nous avons le premier acteur, le premier nouveau acteur qui est le peuple, d'accord? Les peuples aujourd'hui des États jouent un rôle important dans les relations internationales, mais aussi et surtout dans les politiques locales des États. Le peuple n'est plus aéré, le peuple n'est plus omnubilé, le peuple n'est plus
aveugle. Le peuple aujourd'hui bouscule les dirigeants. Le peuple aujourd'hui impose ses points de vue. Le peuple aujourd'hui oriente, ou si vous voulez, influence, n'est-ce pas, la prise des décisions. Donc, c'est un élément important qui fait donc en sorte que la manière dont les relations internationales se faisaient avant change pour essayer de l'adapter aux nouvelles exigences. Donc, il y a le peuple. Le deuxième nouveau acteur sur cette scène internationale, c'est l'avènement de ces BRICS, d'accord, avec la création de cette banque. Pour rappel, lorsque les BRICS naquissent à l'époque, ils s'étaient donné un triptyque de 3 mots. Parce qu'il faut toujours comprendre d'où partent les BRICS. Oui, pour comprendre, n'est-ce pas, leur action aujourd'hui. Un triptyque de 3 mots. Imiter, rattraper et dépasser les Occidentaux. D'accord. Lorsque les BRICS se sont constitués à l'époque, ils ont commencé par imiter les Occidentaux dans le bon sens. Et comment s'était manifestée cette imitation? Cette imitation s'était manifestée par le fait que les pays des BRICS envoyaient, n'est-ce pas, leurs enfants, leurs citoyens, leurs ressortissants dans les pays occidentaux pour aller acquérir la technologie, pour aller voler la science, pour aller se former. Une fois donc formés, ces concitoyens sont revenus dans ces différents pays et ils ont construit, implémenté cette science-là au service de leur développement. Cette façon de faire, cette imitation, leur a donc permis de rattraper économiquement les pays industrialisés. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le dépassement des pays occidentaux avec la création des BRICS. Avec la création de la banque des BRICS. La banque des BRICS aujourd'hui, c'est en quelque sorte la goutte d'eau qui vient déborder le vase dans la manifestation de l'avènement de cette nouvelle ordre mondial. Parce que les BRICS ont capitalisé sur les erreurs, sur les limites des pays occidentaux pour, n'est-ce pas, proposer une alternative aux pays vulnérables, aux pays sous-développés. Vous voyez comment les pays se bousculent aujourd'hui pour adhérer aux BRICS. C'est parce que les BRICS proposent une alternative meilleure face aux politiques des institutions de Bretton Woods. Parce que lorsqu'on parle de l'aide publique au développement, parce que c'est de ça qu'il est question, les pays africains aujourd'hui sont restés sous-développés à cause de l'aide publique au développement qui n'a jamais été sincère, qui a toujours été instrumentalisée, qui a toujours été conditionnée, qui s'est toujours manifestée par la sélectivité. Donc, il était donc question de penser un outil économique, n'est-ce pas, équivalent, qui permettrait aux pays africains d'avoir accès à la monnaie sans toutefois faire ce que j'appelle souvent le parlementarisme de couloir. Ce qu'on appelle le dollar aujourd'hui. Vous savez que c'est la monnaie qui a gouverné le monde pendant un bon bout de temps. Et cette façon donc de gouvernance de l'économie mondiale par le dollar faisait donc en sorte que pour que les pays africains aient accès au crédit, à ces aides-là, il était question, n'est-ce pas, de faire le parlementarisme monétaire. Parce que les pays africains, majoritairement, n'ont pas leur propre monnaie. Pour ceux qui ont leur monnaie, cette monnaie-là n'est pas reconnue internationalement, c'est-à-dire ne peut pas être facilement échangeable avec le dollar, d'où le parlementarisme que ces pays-là devraient automatiquement faire pour avoir accès à cette aide publique au développement. Et quand bien même ils ont accès à cette aide publique au développement, il y a sur la table les conditionnalités. Okay. Ces institutions de Bretton Woods vous conditionnent en disant que, ok, pour que je vous octroie cette aide publique au développement, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Des conditions qui n'ont parfois rien à voir avec les réalités développementalistes des pays africains.
Et une autre chose encore qu'il faut mettre en exergue pour comprendre le caractère machiavélique de ces institutions de Bretton Woods, c'est que lorsque ces institutions vous donnent, vous octroient une aide ou alors un crédit, elles vous orientent au niveau des projets de développement. C'est-à-dire, si vous, par exemple, après avoir fait un brainstorming économique de votre pays, vous vous rendez compte qu'en réalité, pour que nous avançons, pour que nous nous développons, il faudrait que nous soyons industrialisés. Il faudrait que nous mettons l'accent sur l'agriculture. Il faudrait que nous industrialisons notre pays ou notre continent. Les institutions de Bretton Woods ne vont jamais financer des projets dans ce sens-là. Un projet qui porte sur l'agriculture ne peut jamais être financé par les institutions de Bretton Woods. Les institutions de Bretton Woods financent des projets qui ne permettent pas aux pays africains de décoller économiquement, parce que plus les pays africains sont dans la pauvreté, mieux leur industrie tourne, mieux leur banque génère des intérêts. Or, vous allez donc vous rendre compte que les BRICS ont proposé une alternative différente, parce que la monnaie des BRICS ou alors l'aide des BRICS, les crédits des BRICS n'est plus adossé sur cette monnaie-là. Ce crédit-là est adossé sur les matières premières et les ressources naturelles. Ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, les pays africains peuvent facilement avoir accès à ce crédit-là, à cette aide-là, directement, sans toutefois faire le parlementarisme de couloir, à partir du moment où ils ont leurs ressources naturelles, leurs matières premières. Il suffit tout simplement de signer un pacte ou alors un contrat entre un pays africain et les institutions des BRICS. Donc, voilà un peu un avantage comparatif qui fait donc en sorte que les pays africains courent, n'est-ce pas, vers les BRICS, parce que les BRICS ont coupé l'herbe sur la tête des pays occidentaux, leur instrument de domination qui était l'instrument économique, à savoir la monnaie. Donc aujourd'hui, si les pays africains ont directement accès à la monnaie internationale, directement accès au crédit, aux aides internationales, sans toutefois parlementer, sans toutefois serpenter, sans toutefois subir les conditionnalités féroces, il est clair que ces pays africains pourront connaître un décollage économique. Donc, c'est parfois l'occasion pour nous de dire aux pays africains qu'en réalité, ils ne doivent plus avoir peur d'affirmer leur position. Ils ne doivent plus avoir peur de choisir les partenaires. La réalité montre aujourd'hui que les BRICS sont devenus, en vertu de cette banque-là, aujourd'hui la première institution mondiale en termes économiques et en termes financiers. Donc, il est important de faire de plus en plus avec les BRICS, de ne pas échanger avec les BRICS tout simplement comme partenaires externes, mais d'adhérer fondamentalement à cette institution-là comme membre à part entière pour que, à terme, qu'on puisse même réviser, n'est-ce pas, cet acronyme BRICS pour, n'est-ce pas, l'élargir. Voilà, pour l'élargir à tous les pays africains qui devraient, n'est-ce pas, l'intégrer pour leur décollage économique. Et avec vous, Dr Songo, une toute petite parenthèse, parlons toujours des BRICS, mais aussi de leur accointance avec la République centrafricaine. Aujourd'hui, par exemple, le gouvernement centrafricain estime que les BRICS représentent une bouée de sauvetage pour le pays en termes de développement et surtout d'élan dans le développement. Oui. Les BRICS aujourd'hui ont compris que si leur institution doit tourner, d'accord, ils ont plus que jamais besoin de mettre en exergue l'avantage comparatif que regorgent certains de ses membres, à savoir les pays africains, certains de ses membres comme l'Afrique du Sud, c'est-à-dire le territoire africain, le continent africain, qui est encore un continent vierge en termes d'exploitation des ressources naturelles et des matières premières, qui est encore un continent fondamentalement nanti des ressources naturelles.
l'Afrique aujourd'hui est le choix privilégié des BRICS parce que aujourd'hui, toutes les institutions des BRICS sont en train de s'implanter en Afrique. En République centrafricaine, nous avons une institution qui est là. Et dans plusieurs pays africains encore, les BRICS entendent, n'est-ce pas, s'intégrer et implanter leurs institutions. Pour parler maintenant de la République centrafricaine qui peut être considérée comme un idéal type d'analyse de cette situation-là. La République centrafricaine aujourd'hui est un instrument qui montre que les BRICS ne sont pas seulement engagés au niveau militaire ou au niveau économique. Les BRICS sont engagés dans tous les niveaux. Parce que si l'unilatéralisme du bloc occidental s'est maintenu pendant plusieurs années, c'est parce que ce bloc-là a su jouer sur tous les domaines. Parce que le capitalisme qu'on appelle encore le libéralisme, c'est quoi? C'est un outil de travail qu'on appelle la multinationale. C'est une monnaie qu'on appelle le dollar. C'est une idéologie qu'on appelle le capitalisme. Donc, c'est des instruments bien orchestrés pour consolider, n'est-ce pas, leur influence dans chaque domaine. Donc, les BRICS l'ont compris et ont intégré le fait qu'il est important de ne pas seulement rester sur le plan économique, un fut-il important. Il est important d'être présent et de travailler également sur le domaine militaire parce que si vous avez l'économie sans la paix et la sécurité, vous ne pourrez pas développer votre pays. Donc, le militaire va ensemble avec l'économique. Et il ne faut pas aussi oublier le politique parce qu'en réalité, les BRICS sont, n'est-ce pas, cette institution qui travaille pour qu'il n'y ait plus immixtion, violation, d'accord, de la politique interne des États. Les BRICS, lorsque vous voyez les pays qui l'entourent, sont des pays qui travaillent pour qu'il y ait avènement de ce qu'on appelle le multilatéralisme, où tous les États devraient être non seulement souverains sur la scène internationale, mais égaux devant la règle de droit. C'est ça la politique des BRICS aujourd'hui. Donc les BRICS travaillent pour réussir là où les pays occidentaux ont échoué, là où les pays occidentaux ont montré leurs limites. Les BRICS réfléchissent pour proposer une alternative à l'effet de créer, n'est-ce pas, le développement des pays africains et de plusieurs autres pays dans le monde qui sont restés dans la dépendance pendant plusieurs années à cause de l'influence du bloc occidental. Donc la RCA aujourd'hui, c'est un pays parmi tant d'autres. Les BRICS ne sont pas seulement, n'entendent pas seulement travailler avec la RCA. Récemment, nous avons encore vécu la manifestation de l'Algérie qui nourrissait son envie, n'est-ce pas, de travailler avec les BRICS. Plusieurs autres pays sont dans cette situation-là, même si certains observent encore une prudence qui n'a plus lieu d'être dans un contexte où les pays africains doivent prendre en main leur souveraineté. Et parmi ces pays africains, Dr Sango, on a le Soudan, on a l'Égypte, on a également, vous l'avez si bien cité tout à l'heure, l'Algérie et en dehors de l'Afrique, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Merci en tout cas à vous, Dr Sango, pour ces éléments de réponse à nos différentes préoccupations sur ce plateau de regard panafricain. On va prendre une courte transition et juste après, nous parlerons de ce rapport de l'ONU qui a été qualifié par le Burkina Faso d'éléments à géométrie variable. Le Burkina Faso a donc fait une sortie il y a de cela quelques heures seulement où le gouvernement rappelait que l'approche des droits humains devait
ne devrait pas être à géométrie variable et dans le cas du rapport fourni par l'ONU sur les forces armées maliennes, ce rapport ou alors cette approche est donc jugée à géométrie variable. Dans cette communication du gouvernement burkinabé, l'ONU est accusée de manque de solidarité, mais plutôt d'appui et de soutien aux exactions des terroristes. On rappelle qu'après cette déclaration du Burkina Faso, le Mali a décidé d'ouvrir une enquête sur les actions de l'ONU sur son territoire. Docteur Sango. Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment le droit international, qui est le droit censé régir les relations entre les États, est de plus en plus violé, comment le droit international est observé à géométrie variable. Comment aujourd'hui les Nations Unies sont en train de montrer leurs limites. Les Nations Unies sont en train de montrer au monde leur échec. Parce qu'il faut toujours le rappeler que lorsque les Nations Unies ont été mises sur pied, elles se sont fixées un objectif fondamental dans l'article 3 de leur charte, qui est de maintenir la paix et la sécurité internationale à travers le monde. À travers le monde. On n'a pas dit que les États-Unis devaient seulement intervenir dans un État et ne pas intervenir dans un autre État. Son rôle est un rôle supramondial. C'est-à-dire supramondial, ça veut dire que quoi? S'occupe de tous les États au même titre sans toutefois jouer les intérêts, sans toutefois jouer l'hypocrisie. Or, qu'est-ce que nous observons depuis que ces Nations Unies ont été mises sur pied? C'est que il y a non seulement prolifération de l'insécurité à travers le monde, il y a violence, il y a guerre, conflit, terrorisme à travers le monde, mais que ces Nations Unies-là n'arrivent pas à éradiquer ces phénomènes-là. Les Nations Unies ont échoué et cela peut se démontrer par un certain nombre d'exemples dans le passé et même aussi dans un futur récent. Lorsque vous voyez par exemple la crise israélo-palestinienne par exemple, c'est une manifestation tangible qui montre l'échec des Nations Unies, qui montre les limites des Nations Unies. Lorsque vous prenez par exemple la RDC pour revenir en Afrique, vous savez que les Nations Unies sont en RDC pendant presque 3 décennies aujourd'hui, mais que le mouvement M23, le mouvement de rébellion du M23 n'a jamais été éradiqué. Et le secrétaire général de cette institution-là, toujours concernant cette problématique du M23, s'en était offusqué et avait montré, n'est-ce pas, la face cachée de cette institution-là en disant que le mouvement M23 a des capacités de frappe largement élevées que celles des Nations Unies. Vous voyez donc que cette façon de faire montre qu'aujourd'hui, cette institution-là a échoué et qu'il est difficile pour un État X d'accorder encore une grille de crédibilité à cette institution. C'est pourquoi aujourd'hui au Mali, c'est un rapport de force parce que les Nations Unies ne sont pas restées focalisées sur cet objectif de maintenir la paix et de la sécurité internationale. Ils ont mis cet objectif de côté pour embrasser d'autres objectifs qui n'ont rien à voir avec le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Les Nations Unies sont devenues un instrument mis aux mains du bloc occidental pour sauvegarder leurs intérêts à travers le monde. Je le dis parce qu'en réalité, je suis venu ici avec la charte de l'impérialisme. Tout ça est codifié à l'intérieur. Donc, si de manière officielle, on dit que c'est les Nations Unies qui gouvernent le monde, de manière officieuse, c'est la charte de l'impérialisme qui n'a jamais été abolie, qui continue à gouverner le monde. Parce que dans cette charte, il est écrit que les institutions telles que les Nations Unies, telles que le droit international, sont nos instruments pour sauvegarder nos intérêts à travers le monde. Et lorsque vous observez les relations internationales, lorsque vous voyez les zones de crise et de tension à travers le monde, lorsque vous voyez les actions des Nations Unies à travers le monde, vous comprenez bel et bien que c'est cette charte de l'impérialisme qui est en train de s'appliquer en lieu et place de
de la Charte des Nations Unies. Oui. Donc le Mali aujourd'hui a compris que, en réalité, il ne faut plus compter sur ces Nations Unies pour penser éradiquer le terrorisme, pour penser, n'est-ce pas, éradiquer les rebelles dans leur État. Le Mali a compris au même titre que le Burkina Faso que pour être aujourd'hui en paix, pour se développer, il faut travailler avec des partenaires autres que les Nations Unies, parce que ces Nations Unies sont des adjuvants, c'est-à-dire des personnes, une institution qui travaille quotidiennement avec les terroristes sur le terrain. C'est pour cela que lorsqu'elle fait son rapport aujourd'hui, cette institution-là, ce rapport-là passe tout simplement comme un épiphénomène. C'est un rapport qui ne peut plus être crédible aux yeux des pays africains, mais aussi et surtout aux yeux de la conscience et de l'opinion internationale. Parce qu'on a compris que cette institution-là joue non pas pour l'intérêt général des États, mais joue pour l'intérêt d'un certain nombre d'États réservés qui se sont donné le droit de déstabiliser les autres États pour soit influencer leur pouvoir, soit jouir des matières premières et des ressources naturelles de ces États-là. Au Mali, aujourd'hui, il faut comprendre que ce rapport des Nations Unies, c'est à peu près, comme on dit souvent, un mea culpa. D'accord? Les Nations Unies font ce rapport-ci pour essayer de renverser les responsabilités. Parce que si on pousse l'enquête de loin, et c'est là où vous allez comprendre l'enquête que le Mali a initié de faire, vous allez comprendre qu'en réalité, derrière cette attaque que les Nations Unies sont en train de dénoncer aujourd'hui du côté du Mali, c'est peut-être elles qui ont été, n'est-ce pas ici, qui ont été présentes, n'est-ce pas, sur le terrain. Ce sont peut-être les forces des Nations Unies qui sont entrées en collusion avec les forces des FAMA, c'est-à-dire les forces militaires maliennes. Peut-être sur le terrain, il y a eu confrontation entre les forces maliennes et les forces des onusiennes sur le terrain, ou peut-être les forces maliennes ont surpris ces forces onusiennes en train de travailler aux côtés des terroristes. Et puisqu'il y a eu peut-être un rapport de force défavorable de leur côté, ils sont sortis pour appeler à la violation des droits de l'homme, pour appeler, n'est-ce pas, au non-respect du droit international. Je suis sûr que lorsque le rapport du gouvernement malien va sortir sur cette situation, vous allez comprendre qu'en réalité, ce sont les forces onusiennes qui étaient sur le terrain à côté des terroristes et que les forces maliennes ont massacré parce qu'en face, ils avaient des terroristes. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de ce rapport de force de domination, de ce rapport de force d'instrumentalisation qui aujourd'hui a du mal à passer. Parce que ça s'est manifesté pendant plusieurs années, mais cette fois-ci, ça a du mal à passer parce que certains États ont compris que, en réalité, ils ont été floués dans l'eau pendant plusieurs années. Le Mali aujourd'hui et le Burkina Faso sont des pays qui s'illustrent dans ce sens-là, sont des pays qui sont en train, n'est-ce pas, de vivre un rapport de force de libération de leur pays, de leur économie. Parce qu'ils ne veulent plus la moindre présence de ces institutions dans leur territoire. Vous avez vu comment le Mali a procédé lorsque Goïta a pris le pouvoir. La première chose, c'était de rompre diplomatiquement avec ces institutions-là. C'était de les chasser, c'était de les mettre hors de leur territoire parce que ces institutions étaient beaucoup plus des adjuvants que des opposants des terroristes. Si le rapport des Nations Unies voulait davantage rester cohérent, il était important que ces Nations Unies-là travaillent ou alors ouvrent le dossier de la plainte que le Mali avait déposé sur sa table. Vous savez que toujours concernant ce terrorisme-là, le Mali avait déposé une plainte sur les tables des Nations Unies en disant que il a pris sur le terrain
un partenaire qui fournit les armes aux terroristes. Donc, pour ne serait-ce que rester cohérent, il était important pour ces Nations Unies d'ouvrir le dossier et d'essayer de voir clair là-dessus si les affirmations du Mali ne sont pas avérées ou sont fondées. Jusqu'aujourd'hui, ce dossier-là est resté lettre morte. Donc les Nations Unies aujourd'hui sont en train de vouloir montrer au monde entier qu'on peut résoudre un problème à partir des conséquences. On ne résout jamais un problème à partir des conséquences. Lorsqu'il y a un problème, on s'attaque d'abord aux causes. Or, ce que nous voyons là aujourd'hui sur le terrain, ce qu'ils appellent la violation des droits de l'homme, etc., sont tout simplement les conséquences dont la cause est, n'est-ce pas, ailleurs. La cause, c'est quoi? C'est que il existe des puissances dans le monde qui fournissent, n'est-ce pas, des renseignements, des armes, du matériel à ces terroristes-là qui frappent les États. La frappe est tout simplement la conséquence, n'est-ce pas, du fournissement des armes, la conséquence, n'est-ce pas, du renseignement que ces terroristes-là, n'est-ce pas, reçoivent. Parce que pour que le terrorisme se maintienne, il faut des moyens. Et plusieurs fois, on a attrapé ces terroristes sur le terrain avec des armes portant le nom de certaines puissances, avec des armes, n'est-ce pas, estampillées des noms des puissances que nous connaissons. Donc les exemples ne manquent pas. Tous ces éléments aujourd'hui sont suffisants pour comprendre que les Nations Unies ne sont pas cet instrument de régulation du monde, ne sont pas cet instrument de sécurisation du monde, mais sont plutôt un instrument, n'est-ce pas, d'exploitation, de domination, de déstabilisation de certains États par le bloc occidental. Il est donc question qu'on mette un terme là-dessus. Et il faut saluer la sortie du Burkina Faso, de Ouagadougou, qui a, n'est-ce pas, démontré que le droit international ne peut pas être un droit qui doit s'observer de manière dissymétrique, à géométrie variable. C'est quelque chose qui doit s'observer au même titre que tous les autres États. Parce que s'il y a quelque chose qui caractérise la loi ou alors le droit, c'est l'isonomie, c'est-à-dire l'égalité de tous devant une règle de droit. Or, vous allez vous rendre compte que pendant plusieurs années, lorsque ce droit-là joue les intérêts des puissances occidentales, il surfe sur ça pour se défendre. Mais lorsque c'est à leur défaveur, ils violent ce droit-là, le piétinent, ne le reconnaissent pas et montrent aux yeux du monde qu'en réalité, le droit ne peut pas leur être opposable. Donc, il est important aujourd'hui de mettre fin à toutes ces choses-là, de ne plus compter sur les Nations Unies, parce que les Nations Unies ont, comme la SDN à son époque, échoué. Il est question aujourd'hui de penser l'avènement d'une nouvelle institution qui pourrait cette fois-ci prendre en compte les intérêts de tous les États africains. Donc, les Nations Unies, pour moi, sont en train de vivre leurs dernières années, leurs dernières chances. Elles sont déjà une institution morte, impuissante, moribonde, qui n'a pas eu la capacité de maintenir ou alors d'implémenter son objectif maximaliste qui est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et il ne faut jamais oublier le développement des peuples à travers le monde. Lorsque vous voyez l'historiographie politique des relations internationales, vous allez vous rendre compte que les Nations Unies ont tout fait sauf cet objectif, sauf cet enjeu-là. Donc, ne comptons plus sur les Nations Unies. Les Nations Unies sont devenues beaucoup plus une coque vide qu'une véritable institution. Et peut-être également un état de choses qui vient remettre au goût du jour ces différentes coopérations sud-sud sur le plan sécuritaire qui pourraient finir par endiguer la crise. On prend l'exemple du Burkina Faso et du Mali avec la force Katpigou, par exemple Katpigou 2, qui ont décidé d'œuvrer ensemble pour lutter contre l'insécurité dans leurs différents territoires, pendant que l'ONU est donc accusée de complaisance suspecte face aux exactions des terroristes
terroristes par le Burkina Faso. Oui, si la sécurité globale a échoué aujourd'hui, parce que ce n'est pas un secret que de le dire, on voit bel et bien que la sécurité globale que les Nations Unies devraient, n'est-ce pas, ici servir aux États n'a pas fonctionné. Oui. Il est important aujourd'hui pour les États de s'orienter vers les sécurités sectorielles, d'accord? C'est-à-dire les sécurités régionales, les sécurités que je peux appeler bilatérales entre les États. Il est important aujourd'hui pour les États qui ont compris que celui ou celle qui était censé leur sécuriser a échoué. Il est important que lui-même pense sa protection. Parce qu'en réalité, l'une des limites de la sécurité globale, c'est que quelqu'un ne peut pas mieux te sécuriser que toi-même. Donc, il est important aujourd'hui pour les pays africains de penser un modèle sécuritaire divergent de celui des Nations Unies aujourd'hui, en forgeant sur le terrain des partenariats militaires, en renforçant la coopération sud-sud, comme vous venez de le dire là maintenant, en diversifiant son partenariat militaire, économique et politique. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Du moins, nous souhaitons que les États vivent aujourd'hui sur la scène africaine. Le Mali et le Burkina Faso aujourd'hui travaillent dans ce sens-là, dans le sens de faire ce que j'appelle souvent la convergence idéologique. Et cette convergence idéologique ne passe pas nécessairement avec les pays occidentaux. Les pays africains peuvent travailler entre eux, c'est-à-dire entre eux, pays sud-sud, entre eux, pays africains. Et les BRICS aujourd'hui s'offrent comme un instrument favorable pour l'implémentation de cette coopération sud-sud. Parce que vous savez que pendant plusieurs années, les pays comme la Russie, les pays comme la Chine, l'Inde sont aux yeux des institutions de Bretton Woods, aux yeux des pays occidentaux, des pays sous-développés. Lorsqu'on parle des pays développés au sens occidental du terme, pendant plusieurs années, on a réussi à démontrer aux élèves, aux étudiants que la Chine, l'Inde sont des pays du tiers-monde à cause justement du poids démographique de ces pays-là. Or, aujourd'hui, cet argument du poids démographique a été utilisé comme un argument avantageux, est devenu plutôt un avantage pour ces pays-là qui ont maximisé sur cet argument pour se développer. Parce que je dis souvent que l'homme, c'est certes une bouche à nourrir, mais c'est davantage deux mains pour travailler. Donc, la Chine a compris que leur avantage unique, c'est la population. Et cette population-là a fait donc en sorte qu'aujourd'hui, la Chine devienne la première puissance commerciale à cause du grand marché qu'elle regorge, mais aussi et surtout la première puissance économique. Donc, je suis en train de dire que les pays africains peuvent travailler avec ces pays-là que les pays occidentaux appellent les pays du tiers-monde. Se mettre ensemble pourrait leur permettre, n'est-ce pas, de décoller. Parce que le fait de se mettre ensemble entre pays du tiers-monde a ceci d'avantage que vous avez les mêmes réalités, vous avez les mêmes enjeux et vous travaillez pour mettre, n'est-ce pas, en difficulté l'autre qui vous regarde comme étant un enfant ou qui vous a empêché pendant plusieurs années de décoller. Parce que dans la coopération, il y a souvent ce problème de la sincérité, ce problème de l'hypocrisie internationale qui se manifeste généralement à cause, n'est-ce pas, de la différence ou alors des natures différentes des États. Lorsque vous êtes dans une coopération où il y a un État développé et un État sous-développé, la chance que l'hypocrisie internationale se manifeste est plus grande. Parce que le pays développé ne va jamais accepter de travailler pour que toi, tu rattrapes sa position. Lui, il voudra toujours maintenir sa position de première place. Et dans cette coopération-là, il ne pourra jamais mettre à ta disposition des outils
qui te permettront de te développer au même titre que lui. Or, lorsque vous avez, n'est-ce pas, une coopération qui met dans un même ensemble les pays, n'est-ce pas, similaires sur le plan des réalités développementalistes, il y a une forte chance que ce problème d'hypocrisie soit dilué pour mettre au service la solidarité cette fois-ci sincère. Donc, les pays africains ont, n'est-ce pas ici, plus que jamais besoin de renforcer la coopération sud-sud, de renforcer leur adhésion ou leur coopération avec les BRICS, parce que ce n'est que la seule manière qui va leur permettre de mettre sur pied, d'implémenter sur pied des rapports de force qui pourront à terme dissuader ce bloc occidental. Parce que l'objectif maximaliste du bloc occidental, c'est que les pays africains, les pays du tiers-monde ne se développent jamais. Si ces pays occidentaux voulaient que le tiers-monde se développe, c'est qu'il y a plusieurs années aujourd'hui que ce tiers-monde-là est développé à travers leurs fameuses aides publiques, etc., le transfert des technologies. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais si cela n'est pas arrivé, c'est parce qu'on a compris que le bloc occidental travaille pour qu'il y ait deux entités dans les relations internationales. Un monde du centre industrialisé et un monde de la périphérie qui est justement là pour leur pourvoir en matière première. Donc, il est important de prendre en compte cette considération et de travailler pour mettre à terme cette méthode-là pour que les pays africains, à terme, puissent aussi se développer. Ce n'est que le rapport de force. Lorsque le rapport de force sera implémenté sur le terrain, ce bloc occidental n'aura pas d'autre choix que d'acter, de comprendre que cette fois-ci, nous sommes maintenant face à des puissances développées, face à des puissances redoutables que nous ne pouvons plus manipuler comme nous avons manipulé pendant plusieurs années. Merci infiniment, Dr Sango. On rappelle que ce n'est pas la première fois que le Burkina Faso et le Mali s'entraident face à des situations similaires. Merci infiniment à vous pour votre expertise apportée à cette émission Regard panafricain. On se retrouvera très très prochainement. Oh, nous n'avons pas vu le temps passer. C'est moi qui vous remercie, Madame Cassandra. Ça faisait un peu longtemps qu'on ne s'est plus rencontrés sur le plateau. Oui. C'est un plaisir pour moi de te revoir et je constate que tu es tellement pétri de force pour le combat panafricain. Tu es toujours debout, même toujours sous la pluie, même partout tu es là. Je profite de l'occasion pour te féliciter. Et je remercie aussi les auditeurs qui ont pris de la peine de nous écouter et de suivre les modestes analyses que nous faisons ici pour que le continent africain aujourd'hui sorte du joug de la domination coloniale. Je ne vais pas manquer de dire merci à M. Dibongué qui nous a permis d'aller au terme de cette émission et de la réussir à 100%. Et puisque les remerciements ont déjà été déroulés par le Dr Sango, tout ce que je ferai, c'est vous dire au revoir et vous dire de rester connecté sur nos différents médias, For You Media Africa, sur nos plateformes internet et l'application éponyme téléchargeable sur Play Store. Ce fut un plaisir de vous servir. Au revoir, Ouagadougou.